Et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des récentes déclarations d'Adam Silver sur la Ligue et les actualités marquantes de ces derniers jours. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue sans tarder. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, on va faire un épisode du podcast très orienté actualité. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé plein de choses intéressantes. Il y a eu cette conférence de presse avec Adam Silver. On ne savait pas trop, toi et moi, quand est-ce qu'on voulait parler de l'expansion avec 2 équipes supplémentaires qui potentiellement vont arriver, on va en parler, parce qu'on avait déjà abordé la question, toi et moi. Là, maintenant, on a un peu plus de détails sur cette question, donc on a décidé d'en parler. On va terminer également le podcast en parlant de cette course de la 3e à la 6e place au sein de la conférence Ouest, qui est absolument extraordinaire, notamment après le match entre Houston et les Wolves la nuit dernière. Si tu veux bien, on va commencer avec l'actualité, avec la fin de saison officielle pour Ja Morant à Memphis, qu'il termine donc avec 20 rencontres disputées. Sa 7e année dans la Ligue aura été marquée par de nouvelles controverses, notamment concernant le style de jeu souhaité par le coach. Il a tourné à 19,5 points en moyenne, il avait un impact négatif quand il jouait, et les pires pourcentages de réussite dans sa carrière, notamment un abyssal 23,5 je crois à 3 points. C'est catastrophique. Il a encore 2 ans et plus de 87 millions de dollars sur son contrat. Seulement 79 matchs disputés sur les 3 dernières saisons. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que Zach Kleiman, le general manager, a probablement des décisions à prendre cet été. Sauf que ce qu'on a bien vu manifestement à la date limite des transferts, c'est que le marché pour Ja Morant, à l'heure actuelle, tout du moins de ce que l'on sait et de ce qu'on a vu à ce moment-là, il est quasiment inexistant. Oh bah oui, t'es même gentil de dire quasiment, parce qu'a priori, de ce qu'on a pu constater, il est inexistant. Écoute, la saison de Ja Morant, elle est anecdotique en fait, et c'est ça le plus triste pour un joueur de son profil, hein, quand on se rappelle du joueur incroyable qu'il était au tout début, au moment de son arrivée dans la ligue, se dire que enfin, tu vois, genre, c'est terrible de lire sa saison est terminée et qu'en fait, ça ne provoque absolument aucune émotion chez nous, quoi. C'est bien ça qui est vraiment affligeant et le plus triste, c'est que ça s'inscrit dans une tendance durable. J'ai vu passer la stat dont je t'ai parlé, ça m'a fait halluciner. Il a pas enchaîné plus de 6 matchs depuis mars 2023, ça fait 3 ans. C'est absolument monstrueux. C'est fou et ouais, voilà, la réalité de Ja Morant cette saison, c'est peu de matchs, quand il joue, peu d'efficacité, des mauvais pourcentages, pas assez d'efforts défensifs, il est pas le leader attendu, il tire pas l'équipe vers le haut, et effectivement, là, depuis 2-3 ans, on compte plus les tensions qu'il a avec son coaching staff ou son front office que les performances exceptionnelles qu'il fait sur le parquet. Alors, moi, j'espère vraiment qu'il va finir par trouver un moyen de rebondir, hein, probablement ailleurs qu'à Memphis, où on a vraiment l'impression que la relation joueur-franchise est morte depuis un moment, mais ça devient difficile d'y croire, et c'est ça le plus fou, finalement. Ce mec-là, il a que 26 ans, mais il est dans une spirale qui est terrible, et franchement, moi, les rares fois où je l'ai vu jouer cette saison, j'ai pas eu l'impression qu'il se rendait compte de l'urgence de la situation, tu vois. Je veux dire, au moins, si tu vois que tu es en échec dans ce que tu fais habituellement, essaye d'apporter autrement, essaye de mettre plus d'intensité, essaye de te battre plus en défense, essaye d'être un leader, mais là, c'est pas le cas, et même sa volonté de rester à Memphis, moi, j'avoue que je la comprends pas, je sais pas ce qu'il espère en restant là, alors que absolument tout le monde a constaté que c'était terminé et que c'était mort entre eux, donc ouais, énorme déception, sûrement le joueur le plus décevant de la saison, mais en réalité, on peut même dire sûrement le joueur le plus décevant des dernières saisons. L'écart qu'il y a entre la manière avec laquelle il est perçu aujourd'hui et la cote qu'il avait il y a 4 ou 5 ans, c'est hallucinant, l'écart qu'il y a, c'est colossal. Je repensais l'autre fois à ce qu'on disait concernant les Grizzlies, notamment quand ils ont fait les playoffs, qu'on avait l'impression que ça allait vraiment être la franchise qui allait grandir avec le Thunder notamment. Mais pour le coup, les Grizzlies avaient l'air d'avoir plus de certitude à un moment que OKC. Ouais, bah ils étaient prêts plus tôt, quoi. Voilà, ouais. Et on était tous là à se dire, mais cette équipe, c'est trop le kiff, c'est des jeunes joueurs, ils s'entendent trop bien, ça va grandir, ça va monter en puissance et potentiellement, ça va dominer la conférence Ouest d'ici 2-3 ans. Et c'est absolument pas ce qui s'est passé. Là, ça a été le naufrage absolu depuis lors. Et on a parlé, toi et moi, des problèmes de maturité de Ja Morant, c'est ce que tu as dit. Et moi, c'est ça
où j'ai peu de... je suis pas très serein le concernant, c'est que, et en dehors des parquets, et sur les parquets, rien ne va. Bah Dans oui, les deux ça. situations, rien ne va. Et c'est ça qui me fait un peu peur le concernant, c'est que on n'en voit pas le bout. Comme tu as dit, c'est une tendance qui s'inscrit dans la durée. C'est pas une parenthèse. C'est plus une parenthèse. Ce n'est plus un moment pénible à passer et tiens, il va prendre du plomb dans la cervelle. Ça y est, il a déjà juré plusieurs fois qu'on n'y reprendrait plus et puis c'est pas passé du tout comme ça. On passe d'une prise de tête à une autre en permanence et ses performances sur le terrain. Aujourd'hui, il est dans une pente descendante en termes de production, en termes d'efficacité, en termes de ce qu'il est capable de faire. Alors, avec des fois il y a eu quelques éclats, il y a eu quelques matchs où tu te dis ah tiens, c'est vrai que ça peut être ce jour-là, mais voilà, C'est comme tu presque dis, ça le plus frustrant, effectivement. voilà, c'est la déception absolue, Ja Morant et c'est pas peu de le dire parce que quand tu voyais, notamment si tu prends l'exemple de Zion Williamson qui lui, on pensait qu'il allait galérer très longtemps, voire potentiellement sur toute la durée de sa carrière de ses blessures à répétition. Il commence un peu à relever le bout de son nez. Ja Morant, c'est pas celui sur lequel j'aurais mis une pièce pour en être là où il est aujourd'hui, quoi. Ah bah sur les 2 dernières saisons, Zion a bien plus joué que Ja Morant. Ah mais complètement. Et il a l'air d'avoir, pour le coup, lui, tiré certaines leçons, pris en considération que il fallait changer d'attitude, il fallait changer certaines choses pour redonner un nouvel élan à sa carrière. Ja Morant, aujourd'hui, on attend toujours que ça se passe, quoi. Ouais. Ouais, et c'est pour ça que moi je comprends pas cette espèce de volonté qu'il a de rester à Memphis. Franchement, Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? qu'il veuille se Vraiment? barrer. Non, mais qu'il aille dans une autre franchise. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune franchise déjà qui a envie de mettre la main sur lui. Ah non, mais ça c'est sûr. Non, mais je sais pas si ça changerait quelque chose. Mais par contre, je suis persuadé que rester à Memphis, ça ne changera rien. En fait, tu vois, c'est ça. C'est que Bah moi, oui. je me dis, tu vois, à sa place, avec un tel constat d'échec, je me dirais, bon, bah, au moins, je vais essayer tu vois, de prendre un fresh start, quoi, de repartir de zéro ailleurs. Là, je comprends pas ce qu'il espère, en fait, en restant à Memphis, tu vois. Je sais pas non Surtout plus. dans une équipe de Memphis qui, là, très clairement, a tourné la page, en fait. Je veux dire, c'est visible. N'importe qui peut bien voir que cette franchise a tourné la page. Ouais. Non, mais il n'y a rien qui va. Non. Il n'y a rien qui va avec Ja Morant. Et voilà. Saison officiellement terminée. On verra l'intersaison, comment ça se passe. On verra s'il y a un changement de décor qui se programme, qui se profile à l'horizon. Et si la saison prochaine, nouveau coup d'essai pour Ja Morant. Je pense qu'il a encore. Enfin, non, même pas. Je sais même pas. J'allais dire, il a peut-être encore un potentiel perceptible qui lui permet d'espérer qu'une franchise prenne enfin, tente sa chance avec lui, mais ça commence à pu être le cas en fait. Bah, en fait, le problème, c'est son contrat. Franchement, c'est surtout ça le problème. Tu vois, s'il avait plus Hmm. qu'une année sur son contrat, à la limite, pourquoi pas, tu vois. Mais là, avec 2 ans encore sur le contrat, c'est compliqué. Ouais, consacrer autant d'argent à un joueur qui peut exploser très rapidement entre les mains, Il va finir à Las Vegas en 2028. eh ben écoute, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Bon environnement, très sain Las Vegas. Exactement, ouais, c'est pour ça que Il va forcément s'épanouir là-bas. tu noteras que j'ai choisi Vegas et pas Seattle, et c'est pas pour rien. Joel Embiid et Paul George ont fait leur retour dans l'effectif des Sixers la nuit dernière dans une victoire sans appel face aux Bulls. Les deux joueurs ont terminé avec une ligne de stats qui laisserait penser qu'ils n'ont jamais été absents. Franchement, ils ont été assez impressionnants, je trouve. Paul George a commencé un peu difficilement, mais il s'est bien repris ensuite. Il était en rythme, c'était assez marquant ce qu'il était capable de faire sur le parquet. C'est plutôt bienvenu pour Philadelphie, qui a 2 matchs clés à venir. Samedi, il joue face à Charlotte. Lundi, il joue contre Miami. 2 équipes avec lesquelles les Sixers se disputent la 6e place à l'Est. Synonyme de qualification directe en play-off. Et autant dire que les Sixers n'ont pas du tout envie de passer par le play-in. Dans le calendrier, tu as aussi les Wolves, les Pistons, les Spurs et les Rockets à venir d'ici le 10 avril. On n'a toujours pas de nouvelles sur le retour de Tyrese Maxey. Voilà, les Sixers, quoi.
Rien n'est jamais complet, mais il y a des petites lueurs d'espoir, il y a des micro-surprises comme ça. Et bon, c'est la victoire face aux Bulls hier, je pense que les fans ça leur. Il y a des raisons de se réjouir de cette victoire. Bah ouais, c'est clair que si t'es fan des Sixers, là, t'es forcément plus optimiste. Plus le temps passe et plus t'es optimiste, en fait, presque, je vais te dire. Mais oui, bah déjà, bon, Paul George, la première chose, c'est effectivement de parler de son retour. Alors, comme tu l'as dit, il a mis quelques minutes à se mettre en jambes. Sa première mi-temps était compliquée. Ensuite, tout s'est mis en place. Et lui, comme Embiid, ont été vraiment très très bons. Et ça fait plaisir de les retrouver à ce niveau-là. Moi, j'espère qu'ils vont pouvoir enchaîner, continuer à monter en puissance d'ici la fin de la régulière. Et éventuellement jouer un peu les troubles faits en playoff. Ça, ce serait quand même un peu le scénario rêvé pour les fans des Sixers, je pense. C'est ce dont on avait parlé, toi et moi, d'ailleurs. Et quand tu vois cette équipe fonctionner comme ça, si tu rajoutes Tyrese Maxey en espérant qu'il revienne bien, les progrès exponentiels de VJ en cours de saison, Ouais. je dis pas que ça joue plus qu'un passage de premier tour, mais ça peut être relou au premier tour, quoi. Bah oui, très clairement, oui. Je pense que quand tu finis en tête à l'Est, t'es pas content au premier tour de te taper cette équipe-là. Oui, c'est pas l'idée que tu t'étais fait de ton parcours de playoff, je pense. Écoute, moi, ce que j'ai bien aimé aussi sur Paul George, c'est ses déclarations auprès d'ESPN au sujet de sa suspension. Moi, j'ai trouvé que moi, c'est un aspect du Hmm. sport que j'adore. L'aspect humain, pour moi, c'est primordial. Et j'ai parfois un peu l'impression que la NBA déshumanise un peu les joueurs. On les voit trop souvent comme des machines. Là, Paul George, il vient rappeler qu'ils sont humains avant tout, qu'ils sont parfois trop peu accompagnés ou soutenus dans les moments difficiles de leur carrière. Là, il a expliqué notamment que en fait, que l'affaiblissement de son corps suite aux différentes blessures qu'il a eues l'avait complètement détruit moralement et qu'il supportait pas le fait de constater que son corps ne pouvait plus répondre à ses attentes. Et je trouve ça vraiment génial qu'il soit honnête sur le sujet, qu'il en parle comme ça. Je suis très content. En plus, il explique aussi que cette suspension finalement va lui être bénéfique sur le plan physique. Et franchement, moi, je lui souhaite. Paul George, c'est toujours un joueur que j'aime beaucoup. Il va avoir 36 ans à la fin de la saison. J'ai vraiment envie de le voir en forme pour profiter de ses dernières années. Et écoute, si effectivement ça se passe comme il le dit, que cette suspension lui sera bénéfique et qu'il va pouvoir finir très fort et que Embiid n'est plus handicapé par des douleurs et qu'il est capable de jouer à très haut niveau, franchement, cette équipe, elle peut vraiment faire peur en playoff. Hein. Alors, je te dis pas qu'ils vont, tu vois, qu'ils vont passer le premier tour, voire aller très loin, mais en tout cas, ça complique beaucoup, beaucoup les calculs que beaucoup avaient fait sur le premier tour de playoff. Si jamais ils passent Toronto et qu'ils obtiennent cette sixième place, ça joue soit Boston, soit New York. Et clairement, je pense que ce sont deux équipes. Boston peut être moins exposé, je sais pas. On en parlera tout à l'heure de Boston, parce que je voulais parler avec toi de la rencontre face au Thunder. Mais, Mais, mais tu sais mais techniquement, ils peuvent même aller chercher la cinquième place. Hein. ah non, mais complètement, complètement. Tout ça, c'est de la entre la cinquième place où tu as Atlanta qui a 41 victoires, 32 défaites, et t'as Orlando qui a 38 victoires, 34 défaites. Donc il y a moins de 3 matchs d'écart entre le cinquième et le dixième. Donc Ok. Et très sincèrement, maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dérouler à l'Ouest d'ici là, quoi. et maintenant, si au premier tour de playoff, t'as un Cavs Sixers, t'es vraiment très serein pour les Cavs? Ah mais pas du tout, surtout que Ah, Jarrett Allen n'arrive pas à se remettre. Enfin, je crois pas qu'il soit encore de retour de blessure. J'ai pas checké, tiens. Je vais regarder. Mais ouais, parce que moi, je serais à la place des Cavs, je suis pas très ah non, serein. Hein. Non, il est pas revenu, Jarrett Allen. non, il est pas encore revenu. Ouais. Ah non, mais je serais pas serein du tout non plus. Ouais. Très clairement. Et puis Jarrett Allen face à Joel Embiid, il commence à y avoir un historique où on sait très bien que ça va pas forcément bien se passer. Donc, euh, donc voilà. Et je pense qu'il y a aucune équipe aujourd'hui parce que la surprise avec les Sixers, c'est que si tu es Philadelphie, tu rentres dans une opposition, que ce soit face à Cleveland, les Knicks ou les Celtics, t'es pas là en train de te dire que tu es favori. Ah C'est ouais, non, miraculeux que tu en sois là. bien C'est sûr, ouais, bien sûr. miraculeux que tu te sois qualifié en playoff, que la saison se soit passée comme elle s'est déroulée, et que voilà, c'est du bonus, c'est que du bonus. C'est très dangereux ce genre d'équipe.
Ouais, ouais, c'est très dangereux et puis en plus, S'ils avaient Jared McCain, ça serait encore plus dangereux. Mais bon, eh oui, alors ça, on est bien d'accord. Mais tu vois, même sans ça, enfin, même en termes de running gag. scouting, cette équipe, t'as quand même, ils sont quand même fait peu de matchs au complet, ces mecs-là. Je veux dire, tu vois, Quasiment jamais, ouais. préparer une série face à cette équipe, tu te dis, bon, bah, on verra après le premier match, les gars, hein, parce que là, tu vois, l'échantillon est quand même très très limité, l'échantillon d'analyse. En fait, Ouais, le problème avec cette équipe, c'est que Joel Embiid, c'est vraiment un problème. C'est un problème absolument inclassable. S'il est en forme, s'il est en rythme, ça devient extrêmement pénible. Tyrese Maxey, on a tous été témoins de la saison qu'il nous a sorti. Il n'y a pas de raison de croire qu'il ne soit pas capable de continuer à jouer ce rôle de dynamo offensive et puis défensivement, il tient la route. Edgecombe, je ne sais pas trop sur quoi on peut se baser. Paul George, il a l'expérience. Défensivement, il est solide. On ouais, l'a et puis, vu. Avant qu'il soit suspendu défensivement, il était extrêmement crédible. ouais, c'est ça, c'est que Paul George, s'il accepte ce rôle, tu vois, un peu en retraite, Therese Maxey, Joel Embiid, de troisième homme, franchement, il est super pénible, hein, t'es pas content qu'il soit en forme, en fait. Enfin, Ouais. Ouais, Je j'ai ne sais pas vraiment si très très Kelly hâte de Oubre voir. il va revenir ou pas à un moment ou à un autre. Quentin Grimes, il nous sort plutôt une bonne saison. Enfin bref, je ne sais pas exactement ce à quoi peuvent prétendre les Sixers. Ce que je sais, c'est que ça peut vite être épuisant de se taper ces gens-là au premier tour si ça commence à prendre corps. Et en plus, tu as Nick Nurse sur le banc, c'est pas le dernier stratège Non. de la NBA, donc Et Kelly Oubre, normalement, il est tout à fait censé revenir d'ici la fin de la régulière, parce que c'est début mars qu'il se blesse, et à l'époque, on disait qu'il serait réévalué en 2 semaines. Donc là, en théorie, il devrait revenir dans les jours qui viennent. de toute façon, la stratégie des Sixers, c'est ça on l'avait déjà annoncé l'autre fois, c'est de tout faire en sorte, enfin de faire tout ce qui est possible pour que par miracle, tout le monde soit sur le pont au moment où tu t'attaques un play-in ou t'attaques les playoffs, quoi. Eh ben, ce serait vraiment un miracle, hein, franchement. Ouais, franchement. Mais c'est pas Ça, impossible, hein. Là, ouais, en tout et, cas, les choses se mettent en place pour qu'on y soit. et ça peut doucement être une des équipes les plus fun à regarder au premier tour. Oui. Oui, En oui, ah termes bah de oui, oui, je suis série, en termes d'accord. d'opposition, ça peut vraiment nous offrir une série. Ah, je suis complètement d'accord. Tu vas voir qu'on va avoir une finale à l'Est entre les Sixers et les Celtics, le truc sur lequel personne n'aurait misé en début de saison. Ça peut être quelque chose, ouais. Euh, je voulais parler vite fait, rapidement, d'un truc. Le fait que Nikola Jokic ne figure même plus depuis quelque temps dans les conversations du MVP, selon certains commentateurs. Le dernier en date, c'était Michael Wilbon sur ESPN qui a annoncé vouloir voter pour Jaylen Brown. Il a placé ensuite Shai Gilgeous-Alexander en seconde position. Après, il a cité Victor Wembanyama. Après, il a cité Luka Doncic. Alors, très sincèrement, je pense que Jokic n'est pas prêt de gagner un autre MVP. Euh, Ma théorie, personnellement, c'est que je pense qu'un quatrième sacre le mettrait à 30 ans ou 31 ans à égalité avec LeBron James et Will Chamberlain en termes de joueurs qui comptent le plus de MVP en carrière. Et je pense qu'il y a beaucoup de votants qui ne sont pas prêts de, de le mettre dans cette conversation-là. Je pense qu'il y a aujourd'hui une barrière psychologique sur ce principe-là. Et ça me fait penser au débat qu'il y a eu en 2003 quand Joel Embiid a eu le MVP et que Jokic a terminé second. Beaucoup insistaient notamment sur le fait que 3 MVP consécutifs, ça signifiait de le mettre sur un pied d'égalité avec Larry Bird, Bill Russell et Will Chamberlain, les seuls joueurs à avoir remporté 3 MVP consécutifs. Et j'ai l'impression qu'on est sur le même type de barrière mentale. Après, certainement, ne pas mettre Nikola Jokic en deuxième position, alors ça sera une première fois depuis un bon moment, il me semble. Victor Wembanyama, deuxième, à la lutte avec Shai Gilgeous-Alexander, vu la saison des Spurs, vu la saison d'OKC, j'ai aucun problème avec ça. J'ai pas le seum, je suis pas là en train de me dire c'est un manque de respect envers Nikola Jokic, c'est lui le MVP. Pas du tout. Qu'on ne lui donne pas le MVP, malgré ce qu'il nous sort comme saison, ok, il n'y a pas de problème. Denver n'a pas réalisé, n'est pas classé comme on pouvait l'espérer, ok. Mais de là à commencer à mettre tout et n'importe quoi devant lui,
Je dis pas que Luka Doncic et Jalen Brown, c'est tout et n'importe qui, mais je pense qu'il y a quand même des limites à pas franchir, quoi. Et ça devient, pour moi, ridicule, totalement ridicule, ces conversations et ces débats sur ce trophée. Écoute, moi je pense qu'il faut pas accorder trop d'importance à tout ça. En fait, je pense que la NBA est couverte par beaucoup de gens qui sont avant tout des polémistes et qui cherchent souvent à faire réagir plus qu'autre chose. Alors, c'est Putain, ça clair que marche sur moi, putain. ouais, mais c'est clair que sur cette fin de saison, il y a d'autres joueurs qui sont plus mis en avant que Jokic, et notamment Wembanyama et Doncic, qui sont d'ailleurs tous les deux montés sur le podium du dernier MVP ladder de la NBA, de NBA.com. Alors, est-ce que ça veut dire que Jokic sera hors du podium MVP? J'en suis pas convaincu. Euh, Cette saison, c'est clair que c'est plus ouvert que l'année dernière où il y avait un top 3 assez clair. Je pense que les performances de Luka Doncic ces dernières semaines, elles fascinent beaucoup les gens. Il faut quand même pas oublier que l'attaque fascine. Enfin, les très gros scoreurs ont tendance à beaucoup fasciner les médias. Je comprends que ce soit frustrant pour les fans de Jokic, la manière avec laquelle il est traité sur le parquet, le fait qu'il soit pas assez estimé par certains médias. Moi, je pense que comme d'habitude, il répondra sur le parquet, comme il le fait d'ailleurs en ce moment. Hein. Je veux dire là, en 2 jours, il a donné 36 passes décisives pour 3 ballons perdus. C'est complètement délirant. Il est absolument monstrueux. L'histoire de refuser de le mettre aux côtés des plus grandes légendes, ça, moi, j'avoue que c'est une théorie sur laquelle je suis pas convaincu. Enfin, tu vois, même un mec comme Shaquille O'Neal, il y a quelques temps, avait expliqué que Nikola Jokic était largement parmi les 5 plus grands pivots de l'histoire de la Ligue, que c'était un mec qui allait encore grimper dans la hiérarchie. Enfin, je sais pas si ce genre de choses impacte vraiment. Moi, je pense que c'est plus en fait, c'est des gens qui parlent quotidiennement de la NBA, et quand tu parles quotidiennement de la NBA, t'es forcément aussi très impacté par les performances actuelles. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, Luka Doncic, sur le MVP ladder du NBA.com, il est deuxième. Je suis persuadé que au moment des votes, il sera pas deuxième, tu vois, mais juste en ce moment, ce qu'il fait au scoring, c'est tellement impressionnant que ça marque un peu l'esprit des gens qui commentent de manière quotidienne la ligue. Bon, voilà, laissons les polémistes polémiquer autant qu'ils veulent. Je pense que ça prendra jamais là le pas sur la réalité du parquet. Et je serais très étonné si Jokic n'est pas podium MVP. C'est pas impossible qu'il ne le soit pas, mais ça m'étonnerait beaucoup. En fait, moi, c'est la mauvaise foi Oui, mais c'est le principe qui même me d'un tend. polémiste, la mauvaise foi. Bien sûr. Mais ce Michael Wilbon, là, qui affirme notamment à plein d'aplomb que Luka Doncic ne méritera jamais le titre de MVP parce qu'il ne joue pas des deux côtés du terrain, depuis 2014, devine à quel joueur il a donné la majorité de ses votes pour le MVP. Je sais pas. Essaye de deviner. Ce qui va totalement en contre-pied de ce qu'il affirme, ce mec. Euh, James Harden. Ah oui, oui, d'accord. Donc, c'est une vaste blague. Donc, alors, j'ai bien conscience de ce que tu dis, tu vois, faut pas se laisser prendre le bras par ces gens-là et se laisser emporter dans le courant des polémiques. Ils sont là pour créer de l'engagement, ils sont là Bien pour dire sûr. des pour sortir, voilà, plus c'est outrancier, mieux ça passe. Il faut changer leur fusil d'épaule. Un jour, il faut parler d'un tel. Un jour, aujourd'hui, tu vois, c'est Victor Wembanyama dont on parle beaucoup parce qu'il a lui-même évoqué le sujet. Euh, et donc tout le Oui, monde parce donne que son avis. Ah, est-ce qu'il a raison de dire que c'est lui le MVP? Ah, est-ce qu'il n'est pas trop prétentieux? Est-ce qu'il n'est pas arrogant? Ah, mais est-ce qu'il devrait dire ça? Et c'est l'avis médiatique, j'ai bien conscience de ça. Quelque part, c'est ce qu'on fait aussi dans le podcast. Tu vois, nous, on parle de l'actualité et on réagit à ce qui se passe. Alors, pas de cette manière-là, du moins, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on fait. On n'est pas là pour. non, mais nous-mêmes, tu vois, de temps en temps, on réagit à chaud. Enfin, tu vois, cette Oui, saison, oui, voilà, tu vois, c'est ce que j'essayais de dire. Effectivement, des fois, moi personnellement, ça m'arrive d'être emporté par mes émotions. Là, typiquement, c'est un sujet autour de Jokic qui m'agace parce que, effectivement, je trouve qu'on atteint un niveau d'absurdité dans ces débats de MVP depuis quelques saisons maintenant qui me, euh, qui me fascine quelque part. Je me dis, mais comment on en est arrivé? J'ai pas souvenir qu'auparavant, les débats soient autant de mauvaise foi. Peut-être que c'est parce que ça m'intéressait pas vraiment et qu'aujourd'hui, clairement, c'est ce que je dis. Jokic n'a pas le MVP, c'est pas important. Enfin, je veux dire, ce qui m'importe, c'est est-ce que Denver va remporter le titre. C'est ça pour moi le nerf de la guerre. Mais ouais, il y a une mauvaise foi générale qui me, je sais pas, qui m'agace, j'avoue. Ouais, mais après, tu vois, c'est vrai que moi, je vois, même nous, tu vois, à notre petit niveau,
En fait, rien que le fait d'être passé d'un podcast par semaine à 2, en fait, je me rends compte à quel point on a moins de recul, tu vois. Mais c'est normal, en fait, hein, c'est pas, Tout à fait. c'est pas un reproche que je nous fais, tu vois. Je pense que c'est complètement normal. Et donc, j'imagine, tu vois, si on devait parler quotidiennement de la ligue, je sais pas, tu vois, à quel point ça impacterait notre vision des choses. Et puis les sujets que tu dois trouver et la manière de rester frais Ouais, tout à fait. et de trouver des trucs intéressants à dire, quoi. Ouais, absolument. Et des fois, tu as plus vite fait de monter en épingle des choses qui ne sont pas importantes, justement pour créer toi-même un événement, que de prendre du recul ou de parler de sujets, essayer de trouver des sujets intelligents, quoi. C'est ça. C'est l'industrie, c'est comme ça. OKC s'est incliné face à Boston la nuit dernière. Franchement, j'ai absolument adoré ce match. Fin de série de 12 victoires pour le Thunder. Victoire solide, très solide pour les Celtics, qui ont pu compter sur un excellent Jalen Brown. J'ai beaucoup aimé le trio défensif Jalen Brown, Jason Tatum, Derrick White. Je trouve que pour gêner notamment le jeu en pénétration de Gilgeous Alexander et le jeu en général d'ailleurs de Casey, qui fait beaucoup de drive and kick notamment. Euh, et ils ont réussi surtout à défendre sans faire trop de fautes, ce qui est une très très bonne Ce chose. qui est un miracle face à OKC. Ouais, complètement, ouais. Donc, ouais, en fait, quand j'ai regardé cette rencontre, je me suis dit, tiens, il y a un peu une ambiance, playoff avant-goût des finales. Je sais pas si ça sera ça l'affiche, mais si ça l'est, je serais pas enfin, je détesterais pas. Ah bah ouais, je Le, suis d'accord, le ouais. match que j'ai vu hier était vraiment très très fun. Ouais, ouais, bah ouais, en fait, ce match, il montre à quel point il faut vraiment considérer aujourd'hui Boston comme un candidat sérieux. En tout cas, une victoire face à OKC dans ce timing-là, ça nourrit évidemment l'idée que Boston sera une équipe extrêmement dangereuse en playoff. Et, et en tout cas, il prouve qu'il faudra vraiment compter sur eux. Et c'est quand même fou, tu vois, de se dire que franchement, ils sont trop forts à l'intérieur, les mecs, alors qu'en début de saison, on leur promettait tellement l'enfer dans ce secteur, mais Keta est incroyable, Garza a des bonnes séquences aussi, ils vont récupérer Vucevic d'ici la fin de la régulière. Franchement, je suis vraiment hyper impressionné, moi, par cette équipe, et ouais, vraiment, j'espère qu'ils vont faire un gros, gros parcours de playoff, parce que cette équipe, elle mérite. Enfin, je trouve qu'il y a un état d'esprit, ils sont vraiment, vraiment, ils peuvent gêner OKC en fait pour de vrai, tu Mm. vois. Et honnêtement, aujourd'hui à l'Est, je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui veulent à ce point-là gêner OKC. Et il y a une diversité dans leur jeu qui est hyper intéressante. Je veux dire, c'est une équipe qui est très à droite à 3 points en termes de volume et d'adresse. C'est très impressionnant. Et hier soir, face à OKC, ils étaient très très bons dans ce domaine-là. Ouais. Le jeu en pénétration de Jalen Brown est excellent. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, là, tu vois Jason Tatum qui se cherche encore. Tu vois qu'il n'a pas encore confiance dans, dans son jeu. Il a pas retrouvé son jeu en pénétration du tout. Je crois qu'il y a 54% des tirs qu'il prend sont des tirs à 3 points. Ce qui est pas habituel dans son jeu. Cependant, quand il est sur le terrain, il a quand même beaucoup le ballon dans les mains. Il y a une volonté aussi de le remettre en rythme, de lui permettre de retrouver de l'aisance. Je trouve que c'est hyper intelligent ce que font les Celtics le concernant pour essayer de le remettre dans le bain, et comment ils lui donnent des responsabilités au risque parfois de faire un peu cafouiller leur jeu. Mais c'est pour la bonne cause. Tu vois qu'il y a une vraie réflexion derrière pour essayer de lui faire reprendre goût au truc. Enfin, de goût, son rythme, tout simplement, quoi. Ouais, ouais. Ouais, et Et, moi j'ai même pas l'impression qu'il est tant fait varier. Moi je trouve qu'il pénètre encore beaucoup. Alors il est beaucoup moins efficace dans le domaine, mais je trouve ça très bien justement qu'il fasse pas trop évoluer son jeu parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'il va retrouver des sensations. Et c'est clair que là il est très très loin d'être au top, hein, on le voit bien. Et d'ailleurs lui-même le dit, on voit qu'il est frustré, il est en recherche de repères, il est en deçà de tous ses standards.
Ça Mais fait c'est no 9 matchs, hein. bah, ouais, c'est ça, c'est tout à fait normal. Il est revenu d'une énorme blessure, il a eu un très long temps d'arrêt, il est beaucoup moins explosif, c'est un processus qui est complètement normal. Mais oui, je suis d'accord, même avec une efficacité en berne, sa présence, elle fait beaucoup de bien dans le jeu, dans sa capacité à créer, qui est d'ailleurs très bien exploitée par Mazzulla, notamment sur pick and roll. Mais Il tellement. libère aussi Jaylen Brown, hein. Jaylen Brown, son taux d'usage a baissé depuis son retour, ce qui est complètement normal. Et ça, en vue d'une campagne de playoff, c'est extrêmement important. Jaylen Brown, tu vois, c'est important qu'il puisse souffler aussi. Et en plus, Brown ne souffre pas de la présence de Tatum, au contraire, il lui ouvre des espaces, il occupe les défenses, même de retour de blessure, bah, il conserve une forme de gravité sur le parquet qui offre des opportunités à ses coéquipiers. Son activité au rebond est capitale. Je veux dire, la nuit dernière, face au OKC, c'est lui le meilleur rebondeur du match, quand même. Enfin, tu vois, ouais, c'est très Et, très solide, hein, le retour de et Tatum. il a des très bons réflexes et des très bons instincts défensifs Bien en termes sûr. de placement, quand est-ce qu'il faut venir en aide et ainsi de suite. Et son jeu de passe, moi, son jeu de passe, c'est peut-être ce qui m'a le plus impressionné, parce qu'à un moment, OKC essaie de lui faire une espèce de trappe très haut, au-dessus de la ligne des 3 points, et il arrive à trouver la place pour Lucas Garza dans la raquette. Il y a un moment, c'est pareil, il est sur le côté gauche du terrain, il arrive à faire une passe. Il y a 2 passes qu'il fait comme ça, où il est sur le côté gauche. Il y a une passe où il trouve Jaylen Brown, il me semble. Ça, c'est peut-être sur le côté droit. Et il y a une autre passe qu'il fait pour. Comment il s'appelle leur meneur euh, Peyton Pritchard. Peyton Pritchard, ouais, exactement. Merci. Putain, le blackout. Peyton Pritchard. Qui étaient juste des actions brillantes, parce que je pense que le Thunder à chaque fois anticipait la première passe, enfin le premier joueur le plus proche de lui, et lui faisait la passe justement un peu plus loin, et c'est ce qui à chaque fois mettait la défense du Thunder. Et putain, pour mettre la défense du Thunder dans la sauce, faut se lever tôt quand même. Ouais. Et il avait toujours la bonne lecture dans un timing, parce que tout ça c'est une question de timing, dans le rythme qu'il fallait justement pour permettre aux joueurs à qui il faisait la passe soit de prendre le tir, d'attaquer le close-out. Et franchement, j'étais là, mais même si tu tournes à 40% au tir et à 23% à 3 points, ou je crois qu'il est à 29,3% à 3 points, un truc comme ça, sur les 8 premiers matchs, donc ça compte pas le match face au Caisse hier. Même si c'est ça, à l'heure qu'il est, ces pourcentages de réussite, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ce qu'il apporte en termes de gravité, en termes de playmaking, de rebond, de défense. Voilà, c'est ça qu'il apporte. Et franchement, si à un moment ou à un autre, il arrive à retrouver du rythme, c'est C'est flippant. c'est flippant. Ouais, C'est franchement, exactement ça. ouais, C'est c'est flippant. flippant pour la concurrence, mais c'est clair, hein. Et pas que pour la concurrence. Je veux dire, on l'a vu dans le match hier, en fait. Ça fait partie des équipes à l'Est qui, pour un peu que OKC, si OKC est bien en finale, se retrouve un peu juste physiquement, ou tu vois, qu'il y a un ou deux joueurs touchés, ou des trucs comme ça, c'est pas l'adversaire que tu as envie de rencontrer en finale, en fait, vraiment. Ouais. Et ça Et fait plaisir, hein. défensivement, ça m'a vraiment impressionné, quoi. Ces deux compartiments-là du jeu, sa capacité à être tout à fait crédible en défense aux côtés de Derrick White et Jaylen Brown, il sait très bien se servir de ses longs bras pour taper dans les ballons, dévier les passes, Mais, ou décourager certains joueurs à l'attaquer directement. mais de toute façon, ce trio-là, Il est redoutable. mais il est Il est absolument incroyable. redoutable. Franchement, je Ouais, sais il pas est si c'est le meilleur incroyable. trio de la NBA aujourd'hui, Et mais en tout cas, il est dans la ça se pose. discussion sans aucun doute. Ça se pose. Ouais. En fait, la diversité du jeu que ça te permet Ouais, et puis d'avoir sur le terrain, les et, trois hauts. et défensivement, la crédibilité de ce trio, C'est ça, c'est que c'est un c'est trio qui est ouf. impactant des deux côtés du parquet. C'est des mecs qui Ouais. sont intelligents, ils sont tous capables de scorer, ils sont tous capables de donner le ballon au bon moment, de faire les bons choix. Enfin, franchement, ouais, c'est pas mal comme trio, hein. Moi, je Ouais. serais pas mécontent d'avoir ça. Et puis le jeu en pénétration de Jalen Brown, my God. Oh, putain, il y a des moments l'explosivité qu'il a sur ses pénétrations, mais c'est génial d'avoir un joueur comme ça dans ton effectif, quoi. Ouais. J'aime beaucoup son jeu à ce mec-là. Vraiment très très cool de le regarder jouer.
Adam Silver s'est adressé à la presse ce mercredi pour parler des différents sujets qui agitent la NBA actuellement d'un point de vue structurel, à commencer par la réforme de la draft dont les implications concernent, il a dit, les affaires, le sport en lui-même et l'intégrité de la ligue. Il a affirmé prendre le sujet très au sérieux et que ce serait réglé rapidement, avec des premières annonces en mai, après la réunion des propriétaires, puis au fur et à mesure jusqu'à la renégociation de la convention collective d'ici la fin de la décennie. Pardon. Je crois ils peuvent sortir avec l'association des joueurs du deal actuel fin 2028 pour renégocier 2029, je crois que c'est ça. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, le fait que le calendrier concernant la draft est très rapide. Et il annonce... alors, le fait qu'il annonce des changements conséquents, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça implique. On peut parler de la draft vite fait, si tu as une opinion là-dessus. Écoute, non, je sais pas, j'avoue, non, j'attends de voir ce que ça va donner, tu Ouais. vois, je suis un peu, je suis dubitatif sur ce qu'ils peuvent proposer. Oui, j'ai vraiment hâte. L'espèce de fermeté qu'il a dans ses propos par rapport aux solutions qui me semblent être sur la table, ça me semble un peu étrange. Il a également parlé de la règle des 65 matchs pour être éligible au trophée All-NBA. Et il a confirmé que c'était là pour rester, que ce n'est pas la perception d'une injustice qui serait faite à certains joueurs. Il y a eu l'exemple de Kate Cunningham qui a été avancé, qui devait pousser à faire marche arrière sur cette règle. Donc, moi, je pensais vraiment que ça allait être remis sur la table. Apparemment, pas du tout, Charlie. Bah, en fait, pas du tout aussi parce que, finalement, tu vois, il y a eu un moment dans la saison où on s'attendait à ce que ce soit une hécatombe. Bon, bah finalement, on va peut-être se retrouver avec quasiment tous les joueurs qu'on pensait être en dessous de la limite des 65, être au-dessus, tu vois. Donc je pense que ça n'aide pas effectivement ceux qui espéraient une réforme de la règle. Et même Kate Cunningham, tu vois, Kate Cunningham, les dernières nouvelles disent qu'il pourrait revenir assez rapidement. Il va la passer, là, la limite des 65, hein. Complètement, ouais. Donc bon. Moi, ce qui me contrarie là-dedans, enfin, ce qui me contrarie, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ne pas faire une certaine distinction jusqu'à un certain point, mais une certaine distinction par rapport aux blessures. Parce qu'encore une fois, cette règle-là, c'était pour pour contrer le load management. Sauf que quand tu as un joueur qui est blessé, et si t'es à 63 matchs, est-ce que c'est vraiment une bonne chose que de ne pas être impliqué dans les trophées et les All-NBA Teams? Non. Non, non, mais ça, C'est ça moi, que je je dis, suis. c'est ce côté arbitraire que je trouve dommage en fait. Ah mais ça là-dessus, moi je suis complètement d'accord avec toi. C'est une discussion qu'on a eue en off il y a quelques temps, enfin il y a quelques jours. Et effectivement, j'ai du mal à comprendre pourquoi la NBA n'établit pas une vraie différence entre des joueurs qui sont mis au repos et des joueurs qui sont concrètement vraiment blessés. Et ça c'est une évidence. Et c'est inexplicable pour moi que la NBA ait pas déjà mis en place un protocole qui permettrait justement de faire appel à, tu vois, la NBA a largement de quoi se payer un département médical qui aurait des antennes dans toutes les villes ou un truc comme ça, et de pouvoir rendre un verdict rapide pour oui ou non valider l'absence d'un joueur. Et si l'absence n'est pas validée, dans ce cas-là, effectivement, c'est différencié d'une blessure concrète. Et après, tu traces une ligne. Tu dis, voilà, par contre, voilà, malgré une blessure, si le joueur ne joue pas, on va dire, je sais pas moi. Alors, Oui, mais je vais remettre de l'arbitraire. Mais en fait, t'as même Mais, pas besoin. C'est ce qu'on s'était dit mais il y a quelques jours, toi et moi. oui, De de tout toute façon, temps. si le joueur ne joue 50 matchs, on va dire, ou 45 matchs, Exactement. bon, là, ça devient assez évident de toute façon que tu ne vas pas aller le chercher pour les trophées ou les All-NBA Team. Exactement. Et à l'époque où il n'y avait pas cette règle des 65 matchs, chaque année, il y avait un joueur dont on écartait spontanément la candidature, un ou deux joueurs, mais dont on écartait spontanément la candidature en disant, bah non, lui, il a loupé trop de matchs, c'est pas valable, quoi. Et t'as pas besoin d'inscrire noir sur blanc une limite de match. On s'en fout, en fait. C'est pour ça que cette histoire de draft m'intrigue énormément, parce que je me dis que les décisions qu'ils prennent à chaque fois, t'as des espèces de contre-feux qui s'allument derrière. Oui, oui, c'est ça, c'est l'art de Et créer les nouveaux problèmes, quoi.
voilà, j'ai hâte de voir quel genre de nœud ça va créer encore une fois, quoi. Alors qu'ils essayent de régler la draft, le tanking, tout ça. Euh, Bref. Les propriétaires ont voté pour que l'addition de 2 nouvelles franchises à Seattle et Las Vegas soit sérieusement étudiée, avec un investissement compris dans les premiers chiffres annoncés entre 7 et 10 milliards de dollars pour les éventuels nouveaux propriétaires. Euh, donc voilà, ça va être des groupes d'investisseurs qui vont rejoindre la grande famille de la NBA. Ça ne sera pas nous, ça c'est sûr. Non, non, mais j'ai vu que Magic Johnson était en discussion, notamment pour potentiellement la franchise de Las Vegas, avec des différents investisseurs, justement. Alors, un exemple. Par exemple, s'ils vendent pour 15 milliards au total, donc pour les 2 franchises, les 30 propriétaires recevront 500 millions de dollars chacun. Il n'y a aucun partage donc avec l'association des joueurs, hein. C'est que pour les propriétaires, cette histoire. Donc, il va y avoir un nouveau vote. Il faut que 23 propriétaires sur 30 euh, votent en faveur pour que l'opération se fasse. Je ne sais pas, alors, je ne sais pas à quel niveau d'enthousiasme tu es par rapport à cette histoire d'expansion. Je vois qu'il y a plein de gens qui sont très contents, notamment du fait que tu as une nouvelle franchise enfin, que Seattle récupère les Supersonics. Moi aussi, hein, je trouve ça très très cool. Mais je me demande à quel point c'est pertinent d'augmenter la ligue, enfin de remettre 2 nouvelles équipes dans cette ligue au moment où on est justement en train de parler de tanking, oui, combien d'équipes perdent volontairement pour se gérer une place à la draft. Tout ça vient se télescoper au même moment et franchement, ça me fascine. Ouais, il y a beaucoup de choses en même temps. Écoute, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où la Ligue est dans une volonté d'expansion, bah, le choix des villes, il est assez logique. Seattle, c'est le serpent de mer absolu. Ils ont eu une équipe pendant très longtemps et le départ de la franchise vers Oklahoma City a toujours été une vraie déception pour beaucoup. Donc, déjà, C'était Seattle, un scandale. C'était un voilà. scandale absolu, cette Donc, histoire. donc déjà, Seattle, complètement évident. Surtout que si tout ça arrive en 2028, comme c'est évoqué, il me semble que ça fera pile 20 ans après le départ. Donc, bon, symboliquement, c'est pas mal. Et puis Las Vegas, Las Vegas, c'est une ville où le sport est déjà très présent. Ils ont une équipe NFL, une de NHL, il y a les Aces en WNBA, il y a aussi une équipe de baseball qui va s'y installer dans dans un futur proche. Et surtout, c'est une ville où, en fait, c'est déjà une ville NBA. Là. C'est une ville où la NBA est présente chaque été depuis plus de 20 ans via la Summer League. Donc, sur le choix des villes, je suis pas particulièrement étonné. Par contre, effectivement, sur le principe même d'expansion, bon, là, j'ai plus de doutes, mais bon, de toute façon, Adam Silver a beau dire que c'est pas encore fait, que le projet peut encore échouer, que les proprios peuvent encore dire non, j'ai quand même très clairement l'impression qu'aujourd'hui on s'y dirige complètement, enfin en tout cas ça en prend vraiment le chemin. Bon, est-ce que je suis enthousiaste? Non, je suis pas mécontent effectivement de retrouver une franchise à Seattle. Bon, j'avoue que Las Vegas, moi, je m'en fous un peu, mais j'avoue que j'ai un peu hâte quand même de voir tout ça, comment tout ça, pardon, va se dérouler, quelle équipe de l'Ouest va passer à l'Est, puisque bah, évidemment Seattle et Vegas seront des franchises de la conférence Ouest. Les noms les plus cités, c'est les Wolves, les Grizzlies et les Pelicans. J'ai assez hâte aussi de voir la draft Apparemment, d'expansion. ça va être les Wolves, hein, pour la conférence Ah Est. ouais, ça va être les Wolves? Ouais, enfin, de tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, les Wolves, étant donné qu'ils ont leur proximité avec toute la zone Chicago, Milwaukee, enfin tout ça, là, toute cette région-là, Ok. manifestement, ce serait les Wolves qui partiraient à l'Est. Bon, écoute, moi ça me semble le plus... Disons qu'en termes d'équilibre des forces entre les deux conférences, je préfère que ce soit les Wolves qui y aillent, effectivement. Mais bon, écoute, j'ai aussi hâte de voir un peu la draft d'expansion. Tu vois quel impact ça peut avoir sur la gestion des contrats, parce que si je me plante pas, les franchises ne pourront pas protéger les joueurs ni en fin de contrat, ni les agents libres restreints. Donc ça va forcément aussi impacter certaines négociations. J'ai hâte de voir quelles équipes vont réussir à se débarrasser de contrats problématiques aussi grâce à cette draft d'expansion. Parce que tu vois, par exemple, prenons un exemple dont on a parlé il y a quelques minutes. Tu vois, si t'es Memphis aujourd'hui, t'aimerais bien que la draft d'expansion, elle soit cet été, pour que tu puisses refiler le contrat de Jamorant, là. Mais ouais, voilà, il y a pas mal d'équipes qui seront sûrement très contentes d'avoir un petit coup de pouce pour se débarrasser de certains contrats. Mais bon, écoute, voilà, moi, c'est clair que j'étais plus en faveur de voir des relocalisations plutôt que de voir une expansion.
Maintenant, bah, ça fait plaisir de voir Seattle récupérer une franchise, surtout qu'a priori, ESPN a expliqué que OKC était plutôt ouvert au fait de rendre l'historique de la franchise à cette future équipe, donc ça c'est plutôt sympa symboliquement. Mais écoute, on va voir comment ça va se passer. J'avoue que j'ai pas une excitation incroyable à l'idée qu'il y ait une expansion. Ouais, la dernière équipe à avoir été comme ça rapportée en NBA, c'était les Bobcats. Ouais. À l'époque, ils avaient gagné 18 matchs dans leur première saison. Ils ont tourné en moyenne à 29 victoires sur les 5 premières saisons de l'histoire de la franchise. Ils ont eu le premier record positif lors de leur 6e année, 44-38. Mais ils se sont fait saquer en playoff. Je crois que c'était un premier tour face à Miami. Et ils n'ont toujours pas remporté de série de playoffs depuis leurs 20 ans depuis leurs 20 ans d'existence. Donc, il faudrait que. Enfin, après, il y a eu je ne sais combien de repas. Enfin, entre les Bobcats, ça redevient les Hornets parce que la Nouvelle-Orléans sont redevenus les Pelicans, ainsi de suite. Enfin, ouais. Ouais, Il c'est le faut bordel. suivre l'histoire de cette manière-là, quoi. Les Raptors avaient réussi à choper. Je crois que c'était pendant leur 5e année. C'était Vince Carter. Ils avaient gagné qu'une série de playoffs sur leurs 20 premières saisons. Les Grizzlies, ça leur a pris 9 ans et un départ à Memphis avant de pouvoir faire les playoffs, et 7 ans encore supplémentaires, donc 16 ans au total, avant de remporter leur première série. Il y a un truc très intéressant dans tout ça, je crois que c'est Sam Presti qui a sorti pour moi une des infos les plus intéressantes, c'est qu'il dit que comment dire, le cahier des charges pour mener les expansions date des années 80. Que là où tu as eu, les équipes, je crois que c'était Minnesota, Miami, tout ça qui sont arrivés dans la ligue à ce moment-là. Et il dit, logiquement, on devrait remettre à jour tous ces règlements, toute la façon de faire, parce que ça, c'est totalement, c'est plus du tout à l'ordre du jour, quoi. Et que la façon dont on construit une équipe aujourd'hui est beaucoup plus compliquée et complexe qu'à l'époque. Ouais. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant que le mec pointe ça du doigt. Comme c'est des conversations qui se passent entre propriétaires, je mettrais ma main à couper que tu as plusieurs general managers et présidents des opérations basket qui vont s'arracher les cheveux quand, quand les choses vont être mises en place et on va leur dire maintenant démerdez-vous, quoi. Mais Oui, trouver des solutions et désigner les joueurs dont on peut se séparer et ci et ça. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Effectivement, ça va créer énormément de problématiques au sein des franchises. ouais, je suis d'accord. Et sur le côté absence de résultats, en fait, alors c'est évident que ni Vegas ni Seattle seront des candidats au titre avant un moment, mais tu vois, je suis pas sûr que ça soit si grave en fait. Enfin, tu vois, par exemple, tu as parlé de Toronto et de la draft de Vince Carter. Quand tu vois l'impact qu'a eu Vince Carter sur la ville de Toronto, sur toute une génération de jeunes Canadiens qui se sont découverts une passion pour le basket, qui s'y C'est sont mis, vrai. tu vois, je veux dire, Dimension culturelle. ouais, ouais, c'est ça, l'impact Hmm. culturel que ce mec-là a pu avoir, il a vraiment changé des vies, enfin, tu vois, ça a vraiment, ça a ouvert énormément de choses, en fait. Et pour moi, c'est aussi important, voire plus important que les résultats. Donc, tu vois, je pense que, tu vois, aller dire à des habitants de Seattle, ah ouais, les gars, vous allez récupérer une franchise, mais vous pourrez pas viser le titre avant 20 ans. Je pense que les mecs, ils te diront tous, ah, j'en ai rien à péter, je vais aller emmener mon gamin voir des matchs, et c'est tout ce qui compte. Et est-ce que tu as peur, toi, de la dilution? J'ai vu que c'est pareil, c'est une grosse question dans toutes les sphères NBA qui discutent de ces questions d'expansion. Est-ce que tu as peur, toi, de la dilution du talent qui, aujourd'hui, on dit justement, ouais, il y a énormément de talent en NBA, c'est robuste et tout, malgré le fait qu'on se plaigne des équipes qui font du tanking et ainsi de suite, ce qui, encore une fois, a toujours eu lieu. Je dis pas que c'est pour ça qu'il faut rien faire, mais bref. C'est pas comme si c'était plus scandaleux aujourd'hui que hier.
Est-ce que tu redoutes ça ou pour toi, il y a assez de talent, il y a assez de joueurs compétents pour que le niveau de la NBA ne pâtisse pas de cette expansion? Non, je pense qu'il y a aucun problème. Je pense que chaque année, on voit des mecs non draftés ou des two-way contracts qui explosent complètement et à qui on se rend compte que dès lors qu'on leur donne un peu de responsabilité, bah, ces mecs se révèlent être des très bons joueurs de basket. Je pense que cette saison, on en a eu un paquet des exemples comme ça. Et si ces mecs-là, au lieu de galérer et de devoir passer par de la G-League et du two-way contract, eh ben, ils arrivent à avoir un contrat NBA parce qu'il y a plus d'opportunités, c'est plutôt une très bonne chose, je pense. Ouais, c'est une façon de voir effectivement que je partage. Mais je trouve ça assez fascinant de voir comment ça va se passer et sur quelle base ils vont pouvoir construire leur franchise respective, quoi. Ouais, ouais, mais ça c'est clair. Mais après, ça va, tu vois, c'est comme toujours en fait. Si les mecs qui sont, si les décisionnaires sont compétents, bah ça sera plus Hmm. facile pour eux que si c'est des boulets, quoi. Non, mais complètement. De toute façon, Charlie, c'est ce qu'on dit tout le temps dans le podcast. Et pour moi, je suis désolé, c'est ça le plus important. Euh, les histoires là de franchise, oui, c'est ce que disait Adam Silver pendant sa conférence de presse. Oui, c'est un problème un peu compliqué de savoir quelle équipe est en train de construire son effectif pour l'avenir et qui fait du tanking dégueulasse. C'est pas facile de faire la distinction entre les deux. Et il y en a qui s'en sortent jamais. On veut éviter cette situation. Mais gars, mais t'arriveras jamais à te sortir de cette situation. Non, jamais. À partir du moment où tu as une équipe, voilà, enfin, je suis désolé les fans des Kings, mais je vous prends toujours comme exemple que vous êtes aujourd'hui le meilleur exemple en NBA, où encore une fois, le proprio, le front office et tout ça, il y a rien qui colle, quoi. C'est pas aligné, c'est pas pertinent. Et si tu continues à faire des choix stupides dans les drafts et ainsi de suite, tu ne t'en sortiras jamais. Voilà, on va. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Donc c'est un peu plus enfin, voilà, c'est un peu plus complexe que ça. Et j'ai du mal à voir comment des règles vont être mises en place pour sauver les décisionnaires d'eux-mêmes. C'est ça que je trouve drôle quelque part. Oui, c'est Comment ça. tu, C'est-à-dire que comment tu sauves ces gens-là d'eux-mêmes? voilà, si t'as un C'est general impossible. manager exécrable, il trouvera toujours un moyen de se saborder, vous inquiétez pas. Voilà, si tu as un mec comme Vivek Ranadivé qui pense que il doit être absolument impliqué dans toutes les décisions et qui sait mieux que les gens qui l'embauchent et qui sont censés être compétents dans leur domaine, tu t'en sortiras pas. Je suis désolé, tu t'en sortiras pas. C'est comme ça. Tu t'en sortiras pas. C'est pas possible. Bref. On va terminer ce podcast avec la course au sein de la conférence Ouest. On a eu la rencontre hier soir entre Houston et Minnesota, qui s'est soldée par la défaite des Rockets face à une équipe des Wolves pourtant privée d'Anthony Edwards. Remontada exceptionnelle de Minnesota en prolongation. Il y a eu un coup d'éclat défensif de Rudy Gobert en fin de rencontre. On les entend pas beaucoup, les haters, tout d'un coup. Les lancers francs ratés de KD en prolongation. Donc les hommes de Chris Finch se sont accrochés à cette 5e place, ont pris un peu d'avance sur les Rockets qui sont 6e. Il y a aussi une bonne baston entre les Lakers et les Nuggets pour la 3e, 4e place de la conférence, sachant que tout peut changer dans les prochains jours. Tu as une série de 3 défaites et de l'autre côté de 3 victoires, ça peut bouleverser le classement à tout moment. Charles, est-ce que tu as des scénarios en tête qui ont ta faveur? Écoute, moi, le scénario qui est à ma faveur, c'est que ça ne bouge pas. Voilà. Ah Ouais. ouais. On reste figé, Lakers 3e, Nuggets 4e, Wolves 5e et Rockets 6e. En fait, là où j'ai le plus de doutes personnellement, c'est sur les places 3-4. Je pense que ça va être vraiment très intéressant entre Denver et les Lakers. Pour moi, ça va vraiment se jouer entre ces deux-là. Et les deux équipes ont encore 2-3 grosses affiches à jouer. Hein. Les Lakers jouent OKC 2 fois et les Cavs. Les Nuggets jouent OKC et les Spurs 2 fois.
Mais c'est vrai qu'en tant que fan des Lakers, moi j'ai un peu envie de croire qu'ils peuvent tenir. Je trouve qu'ils sont vraiment en forme malgré la défaite face à Détroit. Je les trouve vraiment plus réguliers ces derniers temps que les Nuggets. Je trouve que le trio Doncic, Reeves et LeBron est enfin cohérent. Et d'ailleurs, sur le mois de mars, leur net rating est excellent, alors que c'était un trio qui était quasiment injouable plus tôt dans la saison. Donc ouais, Doncic est phénoménal. Il est sur une autre planète offensivement et je le vois pas baisser de pied d'ici la fin de saison. Défensivement, les Lakers sont nettement plus solides qu'ils ne l'étaient plus tôt. Et alors, c'est pas exceptionnel non plus, hein, mais sur les 15 derniers matchs, les Lakers, c'est parmi les 10 meilleurs defensive ratings de la ligue. Ayton fait le job, tant que ça dure, on en profite. Smart est vraiment un élément capital de cet effectif, et d'ailleurs, il a expliqué qu'il jouait vraiment un rôle dans le fait de canaliser DeAndre Ayton, de l'aider à se focus sur les bons éléments. Donc voilà, je pense que Denver peut réellement lancer sa saison là sur la fin de régulière. Alors je sais pas si la formule est bien choisie quand je dis lancer leur saison, mais je pense qu'ils peuvent enfin enchaîner un peu tranquillement. Et je crois que si c'est le cas en playoff, ils seront une équipe plus dangereuse que les Lakers. Mais je pense que d'ici la fin de la régulière, les Lakers feront ce qu'il faut pour conserver cette troisième place. Moi, évidemment, si Denver remporte la totalité des matchs qu'il leur reste à jouer, ça sera probablement pas le cas, mais j'ai confiance en OKC, en San Antonio, qui sont eux aussi à la lutte pour la première place à l'Ouest, pour empêcher que ça se produise. Donc voilà, j'ai un peu tendance à croire que les Lakers resteront devant, d'autant qu'ils ont le tiebreaker sur Denver, vu qu'ils ont remporté 2 des 3 matchs de saison régulière. Donc Dont ouais. cette victoire en prolongation, elle est incroyablement difficile à avaler, cette défaite. Ah non, moi je trouve qu'elle À passe très bien. tout point de vue, quoi. C'est la défaite qui me reste en travers de la gorge, mais ça m'énerve tellement. Ah non, elle est parfaite cette victoire. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête, arrête. Déjà, je comprends pas. Tu parles de défaite alors que c'est une victoire. Mais ouais, et puis ce qui est marrant en fait, c'est que Denver et les Lakers, ils sont tout pour être également les arbitres de la lutte pour la première place à l'Ouest, parce que Denver joue 2 fois les Spurs et que les Lakers jouent 2 fois le Thunder. Il y a que 2 défaites d'écart entre les deux. Et d'ailleurs, dans l'absolu, OKC, il y a un calendrier de fin de saison qui est Ouais, chaud patate. bah, tu vois, si les Spurs passent devant d'ici la fin de saison régulière, ça ne m'étonne absolument pas. Hein. OKC joue encore les Knicks, les Pistons, donc les Lakers 2 fois, les Clippers, ils jouent Denver, ils finissent contre Phoenix. Enfin, c'est voilà. Et puis 5e, 6e, moi, je suis peut-être trop impacté par la victoire des Wolves de cette nuit, enfin par l'écroulement de Houston de cette nuit, mais avec les news sur le fait qu'Anthony Edwards pourrait revenir assez rapidement. Voilà, je suis assez confiant. Je trouve que cette équipe, elle a plus de certitude que Houston. Et dans l'absolu, moi, il y a un truc que je sens pas avec ces Rockets. Je trouve que l'équipe se perd un peu. Donc, en tout cas, des 4 équipes dont on discute là dans ce segment, c'est probablement celle en qui j'ai le moins confiance. Et pourtant, c'est peut-être eux qui ont le calendrier le plus tranquille d'ici la fin de saison. Hein. Je crois qu'ils jouent quand même les Wolves et les Knicks, mais ils ont que 3 matchs à l'extérieur. Les 3 face à des équipes qui sont prenables. Mais ouais, je les trouve plus friables. Et en plus, depuis la victoire qu'ils ont eue face à OKC début février, bah, Houston s'est systématiquement planté quand ils ont joué des concurrents directs du top 6. Ils ont perdu contre les Spurs début mars, ils ont perdu contre Denver quelques jours plus tard, ils ont perdu 2 fois contre les Lakers la semaine dernière. Donc voilà, pour moi, ça ne bouge pas. Et, et juste, j'aurais un œil... Enfin, il y a encore une confrontation entre Houston et les Wolves d'ici la fin de saison. Et c'est à ce moment-là que le tiebreaker se jouera. C'est l'avant-dernier match de la saison pour ces deux équipes-là. Et je pense vraiment que là, Minnesota a pris un vrai ascendant psychologique sur les Rockets. Et Anthony Edwards sera revenu à ce moment-là. Il aura repris du rythme et tout. Donc voilà, moi, mon scénario, c'est que ça ne bouge pas. Et c'est pas si simple que ça, effectivement, le calendrier des Rockets. Parce que dans l'histoire, donc là, on a sur la fin du mois de mars, on a Memphis et les Pelicans qui jouent plutôt bien ces derniers temps. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, tu as les Knicks qui, eux, se bastonnent pour la deuxième place à l'Est. Tu as les Bucks, tu as Utah, tu as Golden State. Et après, il y a le match à Phoenix aussi, c'est vrai. Voilà, après, tu joues à Phoenix, sachant que Houston contre Phoenix, il y a forcément une... Même si ça joue plus du seed à ce moment-là, ça sera forcément disputé. Les Sixers, qui eux sont encore dans la course aux playoffs également, ça se trouve que ça ne sera pas réglé. Et donc il faudra aller chercher une victoire. Et effectivement, tu as Minnesota le 11 avril. Donc, Ah, mais en plus, c'est un back-to-back. Ah ouais, non, c'est la nuit du 9 et la nuit du 10. Ah oui, ok, ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, non, j'avoue, effectivement, c'est vrai. Donc, en fait, ils sont pas si tranquilles que ça,
les Rockets. Minnesota, ils ont Détroit, Dallas, Redétroit, Philadelphie, Charlotte. Donc tout ça, ça joue du classement également. Ça a pas du tout abandonné l'histoire. Indiana, Orlando, bon, Orlando, si, ça peut jouer encore du classement. Ils en sont où, le Non, Magic? ne parlons pas d'Orlando. Oui, c'est pas complètement impossible que ça joue encore un truc. Houston, donc, et les Pelicans. Donc, chaud patate. Denver, pour l'instant, ils sont sur une dynamique de 4 victoires. Tu as Utah, Golden State, Utah, San Antonio le week-end prochain. Enfin, pas celui-là, mais celui d'après. Portland, Memphis. Et tu termines sur un Oklahoma City Spurs. Donc, à domicile face à Oklahoma City. Et tu termines face aux Spurs. Où là, c'est l'incertitude sur qu'est-ce qui va se passer côté San Antonio. Ouais. Parce que je pense très sincèrement que si les Spurs, si le classement est calé, si les Spurs sont deuxième ou premier, admettons, et qu'il n'y a plus à devoir jouer une rencontre pour se classer, je suis pas sûr que Victor Wembanyama et certains joueurs jouent cette dernière rencontre face à Denver. Ouais, mais pour moi, c'est plus probable qu'il y ait encore des choses à jouer à ce moment-là, quand tu vois le calendrier d'OKC. Hein. Oui, à voir, effectivement, ouais. À voir comment ça va se passer. Mais sur le dernier match de la saison, c'est pas impossible que ce soit, pour le coup, réglé, quoi. Que ce soit booké. Je sais pas, mais c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Pour les Lakers, alors vous êtes pas mal quand même. Les Nets, les Wizards. Ensuite, on passe au mois d'avril. Vous commencez avec Cleveland à domicile. Ensuite, vous partez à Oklahoma, à Dallas. Ça me fait toujours rire de voir à Dallas parce qu'on sait très bien que Lucas va essayer d'atomiser la salle. Ensuite, à Oklahoma à domicile, Golden State, Phoenix et Utah. Ouais. C'est peut-être vous qui avez le classement, le calendrier le plus zen de l'histoire en fait. J'ai l'impression. Bah oui, d'autant qu'il y a dans tout ça, il y a 2 back-to-back quand même, mais si tu veux, le premier back-to-back, c'est Washington puis Cleveland. Bon, Washington, tu peux faire souffler un ou deux gars, tu vois, il y a pas de problème. Ouais, pour moi, c'est vraiment le match à Cleveland, le match contre Cleveland. Ce match-là, il faut pas le perdre. Et puis derrière, tu vois, tu peux t'autoriser de perdre les 2 matchs contre KC, par exemple. C'est pas dramatique. Aujourd'hui, c'est pas dramatique. Moi, j'ai confiance dans le fait que les Spurs aillent au moins prendre un match contre Denver. Donc ouais, pour moi, vraiment, je crois au fait que les places 3 à 6, ça ne bouge plus là d'ici la fin de saison. Je sais pas comment je me sens si je me tape un Nuggets Timberwolves au premier tour. Ça va être stressant. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Ça va être stressant cette histoire encore. Et vous, ce serait quoi? Lakers Rockets? Oh Ouais. là là. Oh là là. Bah franchement, du top 6, c'est probablement l'équipe que j'ai le plus envie de jouer au premier tour en tout cas. Sans garantie que les Lakers passent, hein, mais c'est ceux que je préfère jouer. Tu préfères. T'as plus peur des Rockets. Ça va sembler salaud pour les Rockets. J'ai plus peur des Rockets ou des Suns? Non. Tu préfères affronter les Rockets ou les Clippers? Je sais que les Clippers sont pas dans la course. Franchement, à la 6e place. C'est des Clippers avec Kawhi en forme ou pas? Bah avec Kawhi, quoi. Avec le Kawhi. Ouais, bah je préfère jouer les Rockets, ça. Les Rockets ou les Suns? C'est des Suns au complet, Dion Brooks. Ouais, les Suns au complet, ouais, bien sûr. Ouais. Non, allez, je préfère jouer les Suns quand même. Ouais, ok. T'as essayé de me faire dire autre chose, hein, je le sais. non, mais c'est pour prendre la température. En fait, tu vois, un premier tour de playoff, Dion Brooks contre LeBron, évidemment que j'ai envie de voir. Et les Rockets ou les Wolves? Je préfère jouer les Rockets. Ouais, t'as pas envie de te manger Anthony Edwards. Non, pas du tout. C'est clair. Moi non plus, j'ai pas du tout. Surtout que 4e, 5e, ça veut dire que tu tapes. On sait pas encore. Non, puis en fait, surtout. On sait pas du tout. J'ai vraiment pas du tout envie d'être éliminé par Julius Randle. Ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est clair. Ah, je le vivrais mal. Je pense que tu te trouves quelqu'un d'autre pour le podcast sur la fin des playoffs.
Non, mais ça a effectivement rien à voir avec Minnesota en tant que tel, mais c'est surtout Randle, ouais. Ouais. Mais vous n'êtes pas fait sortir par les Wolves l'an dernier, Chut, vous? arrête. Alors, Justement, pas deux c'est pas fois, pas Julius deux fois. Randle qui était déjà là? Si, mais pas deux fois, Alors pas 2 fois. Ouais, c'est ça. Parce que l'année dernière, j'avais aucune Un ambition. peu de moi, respect pour les Wolves, s'il te plaît. J'y croyais pas du tout l'année dernière. Bon, je vais pas te dire que cette année j'y crois, mais un peu plus quand même. C'est sûr. En tout cas, là, il y a une bonne dynamique aux Lakers, il n'y a pas à dire. 9 victoires pour une défaite sur les 10 derniers matchs. C'est clairement la bonne vibe, quoi. Ouais, c'est pas mal. Il n'y a pas à dire. Ouais, carrément. Merci, Charlie, pour le podcast, pour m'avoir accompagné. C'était bien sympathique, comme toujours. Bah ouais, surtout quand c'est pour dire que vous avez le tiebreaker sur Denver. Hein. Je suppose que là, hop, prise de pied immédiate. C'est le premier truc que j'ai écrit dans mes notes. On a le tiebreaker. Les Nuggets seront 4e. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, mardi matin, pour un nouvel épisode du podcast NBA Corner. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un excellent week-end. À ciao, bye bye.